Bonjour, allô, allô. Alors moi je m'appelle Johanna Venturini, je suis la directrice d'Action Femmes Île-du-Prince-Édouard. Je suis très contente de voir autant de monde aujourd'hui. On a même des gens qui ont fait la route depuis Charlottetown et Montaigu, donc merci d'être venus. Avant de commencer, je voudrais d'abord souligner qu'on se tient sur les terres aujourd'hui, on est rassemblés aujourd'hui sur les terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé de la Première Nation Abegweit-Mi'kmaq. J'invite maintenant Yvonne Deagle, qui est la vice-présidente d'Action Femmes, pour dire quelques mots sur notre projet. Merci, Johanna. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux aujourd'hui pour assister à notre panel de discussion sur le thème des violences conjugales. Sortir de l'emprise et de se reconstruire. Nous sommes très fiers de vous présenter ce projet. Ce panel est organisé en complément de l'épisode spécial de Féminin pluriel sur les survivantes de violences conjugales des communautés acadiennes et francophones de l'île du Prince-Édouard, diffusé sur nos réseaux depuis le début mai. Cet épisode met en lumière des femmes qui ont toutes connu la violence d'un mari ou d'un conjoint et donne la parole à des experts sur le sujet qui décryptent et analysent les mécanismes liés aux violences. Certaines de ces femmes sont d'ailleurs présentes aujourd'hui ici avec nous à midi. Avec cette série d'épisodes et le panel d'aujourd'hui, nous souhaitons offrir un espace de parole aux femmes de la communauté et montrer leur réalité pour ouvrir la discussion avec le reste de la communauté, pour sensibiliser et tenter ensemble d'éliminer la violence qui a été particulièrement augmentée avec la pandémie. Depuis le début de la crise sanitaire, une Canadienne sur 10 s'est dit beaucoup ou énormément inquiète des violences familiales. En plus d'augmenter le problème, cette crise vient limiter les possibilités d'aide dont disposent habituellement les victimes. On les isole davantage et en augmentant la dangerosité de leur situation. Au Canada, en 2020, 160 femmes sont ainsi mortes des suites d'un acte violent, ce qui correspond à une femme tuée tous les 2 jours et demi. Plus localement, à l'île du Prince-Édouard, près de 400 femmes sont suivies annuellement dans les bureaux de l'organisme PEI, Family Violence Prevention Services. Mais parmi ces femmes, il est difficile de savoir lesquelles sont francophones. En tant que groupe minoritaire, il existe peu d'informations sur les victimes de notre communauté, ce qui les rend totalement invisibles. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer ce projet, pour aller à la rencontre de ces femmes, pour en apprendre plus sur leurs expériences, leur vécu, pour mettre des visages sur les statistiques. Et surtout pour voir ensemble comment nous pouvons adresser cette situation et agir pour éliminer cette violence. Nous souhaitons aujourd'hui vous permettre à vous, les membres de la communauté, de discuter avec ces femmes et expertes pour mieux vous outiller, pour connaître les mécanismes derrière la violence, savoir reconnaître les signes de cette violence et surtout savoir comment agir. Ainsi, sur le site Internet d'Action Femmes, le www.afipe.ca, la page Ressources regroupe tous les services, outils et ressources disponibles à l'île qui peuvent vous apporter de l'aide. Pour finir, je voudrais remercier Marine Ernaud, journaliste indépendante, qui réalise les épisodes de Féminin pluriel et qui est aussi l'animatrice de notre panel de discussion. Merci Marine
pour le travail exceptionnel de ce dernier mois et pour avoir réussi à parler d'un thème aussi sensible et complexe avec autant d'empathie et de justice. Merci également aux panélistes présents aujourd'hui, Donna, Bénédicte, Rina et Jane, ainsi qu'à toutes les autres survivantes qui ont accepté de nous faire confiance et de témoigner dans Féminin Pluriel. Je voudrais également remercier l'équipe d'Action Femmes pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'équipe du village musical pour nous accueillir, et Darren Folks pour la retransmission en direct sur Zoom. Nous souhaitons remercier également le gouvernement de l'île du Prince-Édouard pour son soutien qui a rendu possible ce projet. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une belle session de discussion et d'échange. Beaucoup Yvonne. Maintenant, je voudrais faire la transition vers Marine, notre animatrice du panel, Marine Arnoux. Marine, elle est arrivée à l'île du Prince-Édouard en 2019. C'est une journaliste indépendante, mais je suis sûre que vous avez déjà lu certains de ses articles dans La Voix acadienne ou avec Franco Presse. Et aussi, surtout depuis l'été 2020, Marine travaille avec nous pour le projet Féminin Pluriel. Et moi j'adore, elle a un talent extraordinaire pour faire ressortir les beaux témoignages des femmes de notre communauté. Donc merci beaucoup Marine, je te passe la parole. Et le panel va pouvoir commencer. Je pense que les panélistes peuvent venir sur scène, je pense. Ouais. Oui, merci beaucoup et bon panel. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel sur les violences conjugales et la reconstruction, très importante. Donc, merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous également. Donc, je vais vous présenter pour commencer. Bénédicte Ouachi, survivante de violences. Merci beaucoup d'être avec nous, Bénédicte. Donna, survivante de violences également. Donna Pitre-Millard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Jane Ledwell, directrice du Conseil consultatif de l'île du Prince-Édouard sur la condition de la femme et également membre du panel interdisciplinaire d'experts de l'Observatoire canadien du féminicide. Et avec nous en direct du Nouveau-Brunswick à Moncton, Rina Arsenault, l'ancienne directrice du centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur les violences familiales. Donc merci beaucoup Rina d'être avec nous aujourd'hui, malgré la bulle qui est fermée. On se connecte en direct avec le Nouveau-Brunswick. Donc pour commencer, tout d'abord je voudrais parler de votre histoire, Donna. Donc, vous avez rencontré votre futur mari sur les bancs de l'église dans les années 80. Très vite, vous vous mariez, vous avez 3 filles. Et très tôt dans la relation, les violences physiques et psychologiques s'enracinent de bonheur dans la relation. Les coups, mais aussi les remarques humiliantes, y compris en public. À la maison, vous devez tout faire. Vous devez vous occuper du ménage, des enfants, de la lessive, et ce n'est jamais assez. Et vous m'aviez dit, quand on s'était rencontrés, toute mon identité, c'était d'être sa femme, et pour lui, je ne remplissais pas mon rôle. Donc cette situation va durer pendant 12 ans, et ces violences, cette emprise dans laquelle vous êtes prisonnière, s'accompagne d'un contrôle absolu de votre mari. Et est-ce que, Donna, vous pouvez nous en dire plus ? Comment se manifestait cette volonté de contrôle ? Comment votre mari vous maintenait-il isolé ? Merci. C'est vraiment difficile à parler de ces sujets. Dans une entrevue juste avec une personne, c'est une chose, avec un groupe, puis je sais que ça sera enregistré, c'est un peu énervant.
Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important de parler. Et que c'est pas tous les cas qui est même, mais on voit beaucoup de parallèles. On voit beaucoup de symptômes qui sont les mêmes dans ça. Mon histoire, c'est que j'étais mariée dans une église, puis ma famille que j'ai mariée dans était vraiment très, très religieux. Pour des générations, c'était toujours la même manière de faire les affaires. C'était toujours le papa qui était l'homme, qui était le chef de la famille. Puis la femme était supposée d'être soumissive. Soumissive? Toujours. Ça veut dire en privé et en public. Mais c'était même plus nécessaire en public parce qu'il y avait une face de famille qui avait besoin d'être sauvegardée. Alors, si on ne se comportait pas de la manière qu'eux expectaient, on avait besoin d'être discipliné. Puis, la majorité du temps, c'était psychologique. Mais il y avait assez de violence physique que quand il y avait des menaces qui disent que je vais te passer en travers d'un mur, je vais te jeter en bas des escaliers, il ne l'a jamais fait, mais à cause de les petites choses, la menace était là. Puis c'était assez d'avoir peur. Une chose qui était vraiment importante dans la famille, c'est que c'était vraiment générationnel. Mon mari était pris dans la même chose que son père, puis son père à lui, puis son grand-père sur l'autre côté, sa mère, c'était toute la même chose. Puis c'était si normal que moi je disais, c'est pas normal de traiter comme ça. C'était moi qui était anormal. Une des affaires qui était avec l'isolation, c'était que ma famille n'était pas bonne assez parce qu'on n'était pas pareil. On était français, acadiens, j'étais à Colombie-Britannique. Nos coutumes, c'était différent. Alors, parce que c'était pas pareil comme eux, c'était pas bon aussi. Puis moi, comme jeune femme, j'ai cru ça. Puis j'ai aussi cru que donner ma volonté à lui, c'était l'affaire à faire. Et est-ce que, pour vous contrôler dans une volonté de contrôle, est-ce qu'il vous empêchait de travailler parce qu'à un moment, vous m'aviez dit que vous cherchiez du travail et il ne voulait pas que vous ayez votre indépendance financière? Oui. Dans le système, c'était toujours on restait avec les enfants jusqu'à temps que les enfants allaient à l'école. Puis après ça, si on voulait prendre un emploi, c'était correct pour aider avec les finances de la famille. Quand ma plus jeune avait 5, j'ai commencé à aller chercher pour du travail. Pour moi aussi, c'était parce que c'était à la même époque que je cherchais pour une manière de laisser. Alors, j'ai été chercher du travail. J'ai travaillé dans un petit kiosque de café, dans un centre d'achat. Et mon mari était vraiment, vraiment enragé après moi parce que j'avais pris mon propre compte de chèque. Il a été à mon patron, puis il a demandé pour mon chèque. Puis mon patron l'a donné.
Puis il a aussi dit des choses très méchantes contre moi à mon patron. Puis mon patron a changé mes heures, puis j'ai perdu mon emploi. Après ça, j'ai été pour un autre, j'étais une hostess dans un restaurant. Puis là, j'ai dit à mon patron à ce moment-là, j'ai dit, si mon mari vient, puis demande pour mon chèque, vas-tu lui donner? Il dit, jamais. J'ai dit, d'accord, je travaillerai pour toi. Et donc, il voulait vraiment vous maintenir isolé, vous couper de vos proches, du monde extérieur. Oui. Merci beaucoup, Donna. Bénédicte, bonjour, merci d'être là. Donc, je vais aussi parler un petit peu de votre histoire, du mieux que je peux en quelques mots. Donc, Bénédicte, vous êtes restée 1 an et demi avec votre ex-conjoint violent, de mi-2019 à fin 2020. Très vite, après votre rencontre, vous vous fiancez et vous commencez à organiser le mariage. Mais votre conjoint va aussi changer de visage. L'homme gentil, attentionné, va devenir possessif, jaloux, colérique, impulsif. Et vous vivez 1 an et demi donc de jalousie, d'insultes, d'humiliation, de coups parfois. Et vous m'aviez dit, il voulait me forcer à quitter ma vie, je ne le reconnaissais plus. 10 minutes à côté de lui, c'était l'enfer, ça m'a fait mal au corps et au cœur. Et donc cette violence, Bénédicte, s'accompagne également d'une volonté de contrôle de votre ex-conjoint. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment se manifestait cette volonté de contrôle ? Et est-ce que votre ex-conjoint voulait également vous maintenir isolé ? Est-ce qu'il voulait vous couper de vos proches ? Vous avez tout le temps que vous voulez, Bénédicte. Ok. D'abord, merci d'avoir m'invité et d'être ici. Quand je suis rencontrée avec mon ex, il est mon ex maintenant, il y avait tonnerre de l'amour qui était tombé au milieu de nous au début. Et je pensais que j'ai trouvé un ange du ciel. Ça, je pense que ce n'est pas un homme ici, mais c'est un ange du ciel. Et je me suis vraiment abandonnée, donnée tout, parce que ça fait depuis quand papa de mes enfants est décédé, je ne me suis plus remariée jusqu'à lorsque j'ai trouvé lui. Mais pour quelques raisons, il a changé et je ne sais pas comment il a changé. Et j'ai essayé de lui ramener là où on avait commencé, mais je ne peux plus. J'ai parlé, les familles, les amis, c'est comme chaque jour et chaque minute, chaque heure, c'est comme ça se augmente. L'esprit de jalousie, c'est comme il arrivait de niveau que même ses propres enfants ne doivent pas être au milieu de nous. Même Dieu ne doit pas être là. C'est comme il a enlevé Dieu, il veut se mettre à la part de Dieu et à moi de prier lui, quoi. Comme il veut seulement nous deux. Ok, c'est ok, je peux dire que c'est ok. Peut-être, je pense que l'amour, là, c'est beaucoup de son côté, peut-être. Mais, violence, ça commence de m'insulter devant les gens. Quand le visiteur vient, si on est deux avec les enfants, pas de problème. Et quand le visiteur arrive, ça peut être un homme, ça peut être une femme, il n'est pas de choix. Et c'est là qu'il va commencer à insulter mal et ça me touche beaucoup. Ça me touche parce que je suis une femme que j'ai pris. Avant tout, je mets Dieu devant. Si je fais quelque chose qui n'est pas bon, ça va être la honte pour moi. Et c'est pas bon pour moi pour aller à l'église et faire des choses qui n'est pas bon. Si je vois et je me vois, je dis, mais
Je ne suis pas parfaite parce qu'on est des humains, mais je fais tout mon possible pour être vraiment tout droit avec lui dans mon relation. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je fais et ça commence au niveau des insultés, commence à gifler. Gifler, commence à cracher sur moi. Et je dis non. Et vous m'aviez dit qu'il voulait vraiment vous contrôler, il voulait vous accompagner au travail, il venait vous chercher au travail, même en voiture, vous n'aviez pas le droit de regarder à droite, à gauche. Oui, il fait ça. Au niveau que j'ai commencé à... C'est à cause de ça que j'ai acheté ma voiture là. J'ai acheté ça comme ça. C'est comme... Je ne veux pas même une minute avec lui à côté de moi. C'est comme un an en affaire pour moi. Une minute. Oh, si je lui vois comme ça, c'est comme, ok, je change maintenant et je dis, oh, ok. Je commence à trembler et je sais qu'il y a problème. Il y a problème qui va arriver maintenant. Oh, ça fait que si je conduis, il veut que je conduise comme ça. Je dois être comme ça. Si je vois comme ça et après arriver à la maison, pourquoi tu as regardé comme ça? Pourquoi? Hey, j'ai conduit, je dois regarder pour ma sécurité et pour ta sécurité. Non, si je vais au magasin, je dois marcher, c'est comme, je dois marcher comme ça. C'est comme, je dis, oh, mais je marche avec toi. Tu es à côté de moi. Si je salue quelqu'un, c'est devant toi. Si je dis allô, c'est devant toi. Comment? Écoute, les choses là, c'est pas dans ma main. Je me suis habillée sur ça. Oh, ça prend le temps pour se déshabiller, pour faire ce que tu es en train de penser. On ne fait pas comme ça. On pense et on imagine, on rentre dans l'esprit avant de faire ça. Je ne peux pas faire ça. Mais non, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte. Donc, on voit que les témoignages de Donna et Bénédicte, on voit que en plus de cette violence, de cette domination de l'homme sur la femme, s'accompagne toujours d'une volonté de contrôle absolu de l'homme, s'accompagne d'un isolement de la femme. Rina Arsenault, donc en direct du Nouveau-Brunswick, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet isolement dans lequel duquel sont prisonnières ces femmes qui vivent des violences? J'ai rencontré des femmes qui ont vécu de la violence et qui ont survécu. Leur voix sont encore dans la tête. La violence physique est difficile à vivre, mais le point cassé va gérer. La violence psychologique, vous voulez. J'enlève votre estime de soi et votre confiance en soi. Comme vous êtes si bien à discuter pour le ma vie, l'évolution est souvent le fait du conjoint, qui isole également notre mère. Et refuse, par exemple, que sa famille, surtout seule, ou très important, mais particulièrement très malin. Il évite les membres de la famille uniquement pour son absence, dans le but de la discréditer. Si seulement je pense plus criant que la femme n'a pas de famille pour être noire, tout comme de l'un, souvent leur mari aime déménager. Ils doivent s'assurer que la femme n'a pas de choix. Les amis du couple peuvent quelquefois prendre parti pour la femme, mais souvent, ils doivent, ils doutent ou refusent de la croire et rester d'amis avant. Encore, parfois, c'est difficile pour un membre de la famille ou une amie ou un ami de voir leur soeur ou leur ami être maltraité. Et souvent, ces personnes vont essayer de la convaincre de partir. Elles refusent. Elles peuvent se tourner contre elle ou utiliser le langage du parleur en pensant ainsi la convaincre. Et elles vont dire des choses telles que appelle-moi quand tu dois vraiment partir. Moi, je veux pas rester là à te voir, à lui voir de faire ça. Alors, la voyant encore seule, il pensant qu'elle doit être folle. La suite des autres femmes ici constituait seulement de la femme violentée. Comment souvent, c'est présentateur
vie sociale ne font pas partie de leur vie. Mais dès qu'on sait qu'est-ce que va pas la sortie de la situation de violence, et de nous trouver des armes supplémentaires. Confisquer le passeport ou encore leur dire qu'elles vont être déportées. Pour certaines, l'isolement peut se traduire un repli exclusif sur leurs enfants, dont la plupart sont extrêmement proches. Ceci leur procure non seulement l'affection, mais également la force intérieure qui les aide à supporter leur isolement et leur détresse. C'est d'ailleurs dans le danger physique ou psychologique couru par les enfants qui sera pour certaines le déclic qui les incite à ne plus supporter une telle situation et à sortir de leur situation pour leurs enfants. Merci. Merci Rina. Donc justement, on voit que l'isolement est caractéristique. Et Jen, est-ce qu'avec la pandémie, la Covid-19, la situation s'est aggravée? Cet isolement pour les femmes prises dans les violences s'est aggravé à cause du confinement et des restrictions? Merci. Je vais commencer par dire que pour les survivantes ici du panel et aussi du public, j'ai voulu dire que je vous crois. Ce qui vous est arrivé, c'est pas de ta faute. C'est inacceptable. Et ce contexte est très important de dire ces choses en premier. Pour être clair, la pandémie n'est pas la cause de la violence conjugale, tout comme l'alcool n'est pas la cause de la violence conjugale. Donc, il est difficile de nier, bien sûr, que les conditions créées par la pandémie créent également les conditions d'une violence accrue à l'égard des femmes. L'un des facteurs, comme vous l'avez entendu, c'est l'isolement des victimes par rapport à leur famille, leurs collègues, leurs amis et leurs voisins et voisines. C'est un facteur important dans l'emprise qui maintient les femmes dans les relations violentes et des relations dangereuses. Le télétravail à domicile a pour conséquence l'absence d'un soutien sur le lieu de travail, le manque de services de garde d'enfants fait que les femmes ont peu de temps pour appeler à l'aide ou à un soutien. Tout le monde sous le même toit à 24 heures par jour. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'occasion pour un conjoint violent de scruter et de surveiller les communications d'une survivante par téléphone et par courriel. Je fais partie d'un observatoire national de féminicide, le meurtre d'une ou de plusieurs femmes par un ou plusieurs hommes en raison de leur condition féminine. Et je suis désolée de constater que l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, gros titre, a constaté qu'en la dernière année, 160 femmes et filles sont mortes par violence ici au Canada et la plupart sont morts aux mains d'hommes, des conjoints actuels ou anciens ou bien autres membres de la famille. Et leur décès peut être lié à leur sexe ou à leur genre. Heureusement, il n'y a pas de féminicide récent à l'île de Prince-Édouard, mais les mêmes actions pour prévenir la violence conjugale aident à prévenir le pire résultat, le féminicide. J'ai voulu dire tout ça parce que l'Observatoire dit qu'il y a une pandémie en progrès. Et cette pandémie, c'est déjà une pandémie avec des conséquences fatales, une pandémie de violence faite aux femmes. Et la pandémie COVID-19 vient s'ajouter aux risques, ou même de doubler les risques. Mais écouter les femmes survivantes, apprendre d'elles, comme nous pouvons faire aujourd'hui, ça peut nous aider. Ça peut aider les survivantes à échapper à la violence et à s'épanouir. Et cela sauve des vies. Merci.
Donc on a parlé de l'isolement, mais une autre difficulté pour les femmes qui vivent des violences et qui sont donc rongées par cet isolement, mais aussi la honte et la culpabilité, c'est de s'ouvrir à ses proches, de parler de ce qu'elles vivent à leurs proches. Et justement, Bénédicte, pour vous, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été difficile d'en parler à vos proches, de vous ouvrir sur ce que vous viviez ? Au début, oui, c'était difficile parce que, j'avais honte. De deux, je me jugeais, je cherchais à me juger. C'est comme, est-ce que je suis coupable de ce qui est en train de passer? Ou je voudrais, j'essaie de me justifier comme, je cherche tout et je ne me trouve pas. Je dis non, je ne suis pas la cause. Pourquoi? Et là, même là, on est en train de parler, tout dernier moment, le 28 avril, c'est là où j'ai décidé, et la police, ils sont rentrés dedans, même après que j'ai causé avec vous, après qu'on ait parlé, il continue chaque matin. Il vient 6 heures du matin devant ma porte et il tape pendant 1 heure du temps. Et je travaille maintenant 14 heures par jour. Je commence à 5 heures le soir, je finis à 7 heures du matin et je rentre à la maison, je vais dormir et il est là, il tape et il rentre dans la maison, il fait tout. Là, le 28 avril, je suis obligé d'appeler la police. Et finalement, quel a été le déclic pour en parler à vos proches ? À quel moment vous vous êtes dit, maintenant, c'est pas normal ce que je vis, je dois en parler à mes proches, à mon entourage? C'est quand j'ai vu que tous mes conseils étaient finis. Parce que je lui ai conseillé et je vois que je n'ai plus d'autre chose à lui dire. Et je suis obligé de parler aux amis, aux familles, et ça ne marche pas. Ah oui, comment ils ont réagi, votre famille, vos amis? Au début, bon, comme ça c'est naturel, nous les Africains, on ne prend pas action sur la première chose, pas sur le deuxième, pas sur le troisième. Ça peut aller comme 1000 fois. On va dire que oh, peut-être il va changer. Peut-être, c'est ce que nous on fait. Oh, quand tu vois Africain prendre décision, ça veut dire que ça a commencé des années ou des choses qui est millions de fois passées. Oh, c'est pas... On est fatigué. Merci. Et pour vous, Donna, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile d'en parler à votre famille, à votre entourage? Et comment ils ont réagi? Est-ce que vous auriez aimé plus de soutien? Comment ça s'est passé? Comme que Bénédicte disait, ta honte, tu veux pas même admettre à toi-même que c'est ce que c'est. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes que j'ai laissé voir qu'est-ce qui passait vraiment. Il y en avait beaucoup qui pouvaient voir qu'il y avait quelque chose de mal, comme mes parents savaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, mais il n'y avait pas la vraie histoire de ce que c'était la violence en arrière de ça. Ils pensaient que c'était juste plus psychologique, qu'il y avait une possibilité pour la violence, mais je n'avais jamais dit les instances exactes. J'avais un frère qui restait dans la même ville, puis lui et sa femme m'ont aidé beaucoup. Puis c'est vraiment eux qui m'ont aidé, dirigé pour aller à la police. Mais c'était seulement, on était déjà séparés par 3 mois avant que j'étais à la police. Alors, j'avais mon pasteur puis sa femme et un autre couple de très, très bons amis. Il y avait un groupe d'à peu près 6 personnes qui savaient ce qui se passait en réalité. Puis eux sont tous agi très, très bien. Mais même eux, les détails de ce qui se passait, après que l'article a sorti, j'ai envoyé une copie
de l'article, je l'ai traduit, puis j'ai envoyé une copie de l'article à mon pasteur. Puis, il n'avait jamais vraiment su comment fort que c'était l'abus. Puis, il était vraiment, vraiment encourageant pour moi, puis il dit que c'était une bonne chose que j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que la première fois que vous en avez parlé à votre pasteur, est-ce qu'il a pris vraiment la mesure de la gravité de la situation? Est-ce qu'il avait conscience de ce qui se passait? Non, parce que je ne l'ai pas dit. Je l'avais caché. J'avais dit que le traitement n'était pas comme que j'aimais, qu'il était un peu irrité, puis c'était que moi j'avais besoin d'arrêter de pousser ces boutons. Puis c'est à cause qu'il ne savait pas. C'était pas vraiment de sa faute qu'il ne savait pas. À cause j'avais honte, je ne voulais pas dire ce qui arrivait vraiment. Merci. Et à ce sujet de la libération de la parole, on parlait à son entourage, à ses proches, Rina. Est-ce que dans la communauté acadienne, à l'île du Prince-Édouard, qui est une petite communauté rurale, cette libération de la parole est encore plus difficile? C'est encore plus dur de parler de ces choses dans des petites communautés rurales acadiennes? Mais je vais dire, Marine, de dire que l'on vit de la violence est toujours difficile. Mais ça l'est encore plus dans la campagne où tout le monde se connaît. Comme mentionné plus tôt, les femmes ont tendance à suivre leur conjoint dans la communauté où lui demeure, donc c'est souvent sa communauté à lui. Souvent, elles ont l'impression que la communauté soutient plus le conjoint qu'elles. Les survivantes de violences conjugales nous disent se sentir désavantagées lorsque le conjoint vient d'une famille mieux connue ou jouissant d'un meilleur statut que la leur, soit pour des raisons professionnelles ou de leadership à l'église, dans les associations civiques. Ça pourrait être le médecin du village, ça peut être un maire, ou ça pourrait être quelqu'un qui a quand même un style assez haut. Citons aussi la crainte d'une perte de confidentialité et des inquiétudes sur la capacité qu'un agresseur d'influencer les autres services tels que la police, les autres employés du système judiciaire ou communautaire. Certaines ne peuvent simplement pas exprimer leur malaise, car leurs paroles n'ayant pas été autrefois respectées et entendues, elles n'envisagent pas que cela puisse être autrement aujourd'hui. Vous savez, même si on est maintenant en 2021, l'égalité n'est pas encore atteinte, ce qui joue un rôle sur comment on visionne le pouvoir de l'homme sur les femmes. Ce pouvoir rencontré dans la société est aussi vu dans la famille. Vous savez, les dictons tels que l'homme est le roi de sa famille, c'est lui qui porte les culottes, existent encore aujourd'hui, surtout dans les communautés rurales. Plusieurs des femmes se décrivent aussi comme des battantes, ce qui les empêche de demander de l'aide. Il y a aussi la honte, ces craintes qu'on se détourne d'elles ou pour ne pas déranger. Elles peuvent aussi avoir une carrière et ceci peut avoir un impact sur sa décision. Vous savez, les femmes nous viennent des milieux très différents. Elles peuvent être enseignantes, psychologues, policières, travailleuses sociales, serveuses, docteurs. Leurs conjoints aussi nous viennent de milieux différents. Donc, il faut prendre ça en ajout. Vous savez aussi, dans les petites communautés rurales, tout le monde se connaît. Et on a l'impression que les gens placotent. On ne peut pas faire raison de ces placotages. Il y a aussi les communautés rurales où on a tendance à se construire une éthique d'autosuffisance forte, selon laquelle les problèmes familiaux sont des problèmes privés. En plus d'insister sur la vie privée des familles, les communautés rurales adhèrent souvent à des rôles sexuels qui mettent l'accent sur la responsabilité des femmes de protéger l'intégrité de la famille, même dans des situations de violence. Des recherches en milieu rural ont permis de conclure que les membres des communautés pouvaient offrir aux victimes un soutien affectif précieux.
tels que les écouter, les encourager, ou même des soutiens matériels, tels que faire la garde des enfants, ou les conduire, parce qu'on parle de communauté et les moyens de transport sont très difficiles. Pas toutes les femmes qui ont une auto, pas toutes les femmes sont capables de se rendre à un rendez-vous. Mais souvent aussi, malheureusement, les conseils peuvent être très négatifs. Une victime, en mettant ses décisions à doute, c'est de dire, bon, ben, c'est un bon père, c'est un bon fournisseur pour la famille. Et ceci la garde dans son milieu. Depuis, on sait que la violence se poursuit souvent longtemps après que la femme a laissé son foyer. Qu'un agresseur pourrait chercher d'autres façons de l'harceler, de la contrôler. Les agresseurs qui adoptent ce type de comportement transgressent parfois directement un engagement de la paix, de garder la paix, ou encore une ordonnance interdictive. Pour lui, elle lui appartient. Merci. Merci. Et Jen, est-ce que vous avez ce même sentiment à l'échelle de l'île du Prince-Édouard sur cette parole qui est compliquée à libérer au sujet des violences? Mais oui, c'est difficile dans une petite communauté rurale où les gens se connaissent intimement et sont souvent étroitement liés entre eux. Il y a peu d'anonymat et de vie privée ici à l'île du Prince-Édouard. La stigmatisation et le jugement, comme vous venez d'écrire, sont injustes, bien sûr, mais ils sont une réalité, ils existent, et les femmes qui éprouvent déjà de la culpabilité et de honte à cause de leur vécu ont besoin de compassion et de compréhension et pas de jugement ou d'exclusion. Il faut du courage pour raconter son histoire et dire sa vérité dans une communauté rurale, mais celles qui ne racontent pas leur histoire dans le forum public sont tout de même courageuses, il faut dire. Il faut du courage pour survivre et il faut du courage pour croire sa propre valeur et construire une vie quand on vous a dit que vous ne méritez pas la dignité. Lorsque les femmes survivantes prennent la parole dans une communauté comme la nôtre, elles disent aux autres femmes de la communauté qu'elles ne sont pas seules. Elles disent aux autres personnes en situation de violence qu'il y a une voie à suivre. Les victimes et les survivantes de la violence sont des expertes de leur propre expérience, de leur propre vécu. Elles savent ce dont elles avaient besoin lorsqu'elles vivaient dans la peur et la violence. Elles savent de quel soutien elles ont eu besoin pour échapper au pouvoir, aux emprises, excuse-moi. Elles savent ce dont elles ont besoin aujourd'hui pour guérir de leurs blessures visibles et invisibles. Et les survivantes sont nos enseignantes et nos leaders dans le travail de prévention et d'élimination de la violence à l'égard des femmes ici à l'île du Prince-Édouard et les femmes dans les communautés rurales avec une emphase particulière. Merci. Donc, on a vu que s'ouvrir à ses proches, se sentir protégé, rassuré, écouté, c'est une première étape. Mais ensuite, pour les survivantes, pour les femmes qui vivent des violences, pour s'en sortir, elles ont besoin d'accéder à des services d'aide. Et justement, surtout en zone rurale, l'accès à ces services d'aide peut être compliqué. Et pour vous, Donna, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez cherché à contacter des services d'aide? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous pouvez nous raconter? La décision de laisser mon mari, c'était ma décision. C'est quelque chose que moi j'avais arrivé sans avoir de l'aide de n'importe qui d'autre. J'ai eu de l'aide pour dire que c'est correct de laisser. Mais j'ai pas eu de lien avec quelqu'un dans la communauté, disons, qui me dit « tu devrais laisser ». Ça venait de moi. Puis moi, je crois vraiment que ça doit venir de la personne, puis pas autour d'eux, qui dit « oh, laisse-le, il est horrible ». C'est pas... Ça peut être un catalyste, mais ça ne devrait pas être la raison
Parce que quand on arrive à la fin, c'est ma décision. Alors, moi, j'ai besoin de vivre avec ma décision. Après que je suis partie, j'ai venu un mois après que j'ai laissé mon mari, j'ai venu ici à Lille visiter avec ma famille. Puis ma famille m'a pris en main. Ils m'ont aimé, ils m'ont supporté, ils m'ont parlé comme un égal, puis pas comme une victime. Puis ça a fait une grosse différence. À ce moment-là, il y en a des amis de la famille. Mes parents ont parlé avec leurs amis et leur ont dit qu'est-ce qui se passait. J'avais des amis de la famille qui ont dit tu devrais vraiment considérer faire un rapport à la police. Puis j'ai dit, mais puis même eux, j'ai pas dit les détails de ce qui arrivait vraiment. Quand j'ai revenu chez moi, juste une couple de mois plus tard, j'étais supposée de me rendre, retourner vivre avec lui. C'était ça. On avait fait un arrangement, c'était supposé dire qu'être séparés pour 3 mois. Puis j'avais peur que quelque chose allait m'arriver. J'ai été à ma belle-sœur, puis j'ai dit, si quelque chose m'arrive, je veux que vous preniez charge de mes enfants. Puis ça l'a épeuré beaucoup. Elle a téléphoné mon frère qui n'était pas là, qui était au travail, puis elle a dit, viens-t'en tout de suite. Puis la journée avant, j'avais été à la société Elizabeth Fry, je ne sais pas si vous êtes en connaissance. Non, non, pas par ici. Eux, ils font le soutien, ils ont des maisons pour des shelters. Ou des hébergements. Les hébergements pour les femmes et des enfants qui sont prises dans cette situation. Et moi, j'avais été juste pour parler, pas parce que j'avais déjà sorti, mais juste pour parler, pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce que est la prochaine étape. Puis, elle m'a vraiment épeurée. À cause, elle a dit, c'est pas. Puis, sa madame-là, c'est la première fois que j'ai dit toute l'histoire, avec les détails d'un assaut spécifique qui était extrêmement sérieux. Et après avoir rencontré cette femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a vraiment aidé? Quelle a été la prochaine étape? La prochaine étape, après parler avec elle, j'avais été parler à mon frère et belle-sœur. On était à la police. Puis aussi, la police, là, ils ont pris la situation en main, puis ils l'ont arrêté et ils l'ont chargé pour assault. Assault. Et dire des menaces de mort, uttering death threats. Et est-ce que vous avez trouvé ces services d'aide adaptés? Vous les avez trouvés bien? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je les ai trouvés manquants. La raison que je les ai trouvés manquants, c'est parce que moi j'approche les affaires comme que Bénédicte disait, je les approche d'un vue spirituel. Puis moi, j'aurais aimé d'être aidée avec le respect que c'est ce qui est vraiment important pour moi. Puis pas que c'est juste, la raison que tu étais dans une situation comme ça, c'est à cause de l'Église ou c'est à cause de telle personne ou quoi que ce soit. Mais pour dire que ma foi est pas quelque chose de mettre à côté ou dire que c'est pas important. Alors, dans une situation comme ça, moi, je trouve que de l'aide d'une agence qui serait plus supportive pour dire que quelqu'un, c'est leur foi qui l'amène à la place où ils peuvent guérir.
Oui, que ça prenne en considération vos valeurs. Merci. Et pour vous, Bénédicte, qui est arrivée il y a 7 ans à l'île du Prince-Édouard et à Charlottetown, est-ce que vous connaissiez des services d'aide pour les femmes qui vivent des violences à l'île du Prince-Édouard? Est-ce que vous connaissiez des services d'aide et est-ce que vous les avez contactés ou vous aviez peur de les contacter? Je connais pas jusqu'à le premier jour que j'ai vu la dame ici. Oui, c'est elle qui m'a, quand elle a raconté avec vous et après elle m'a parlé, c'est la première fois. D'accord. Donc avant, vous ne connaissiez pas du tout vous aviez jamais entendu parler de services d'aide quand vous viviez des violences avec votre ex-conjoint, vous n'avez pas contacté de service ou vous les connaissiez pas? Oui, parce que j'avais vraiment beaucoup de soucis et jusqu'à là j'ai des soucis parce que ma personnalité c'est comme ça diminuait et ma fidélité c'est comme ma fidélité c'est 0. C'est comme j'ai donné mon fidélité à quelqu'un mais il a pris pour jeter ça et pour me faire moi quelqu'un que je ne le suis pas. Oh, c'est beaucoup pour moi. Et vous auriez voulu avoir de l'aide extérieure, d'associations, de conseillers pour vous aider à vous en sortir? Oui, je le veux, mais c'est quelque chose que tu vis avec et tu vas mourir avec. Parce que c'est quelque chose que quelqu'un a déposé dans toi, que c'est difficile et là même, ça enlevait même le goût d'un homme devant moi. Je ne veux même pas un homme. Un homme, je ne veux pas. Je ne veux pas, à cause de ça. Tu te présentes, tu dis bonjour, quitte devant moi. Parce que vous tous, vous êtes la même. Oh, c'est quelque chose qui est déjà là. Que même si je veux le laisser maintenant, mais après je pense, je vois comment il me gifle, il crache sur moi, il m'insulte, il me fait et je me vois que je me suis gardé pour lui, j'ai pris, oh Dieu, est-ce que j'ai fait des fautes? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Oui, donc on voit que les services d'aide sont pas forcément adaptés ou sont pas connus, on a du mal à y accéder. Et justement, on parlait des zones rurales un peu plus tôt. Rina, est-ce que l'accès à des services d'aide est encore plus difficile en zone rurale? Parce qu'il y en a moins, parce qu'il y a l'éloignement physique, l'éloignement géographique, pardon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Rina? Certainement. Bien que les femmes risquent de subir de la violence conjugale en milieu urbain, c'est encore plus en milieu rural. Certaines caractéristiques de la vie en milieu rural peuvent particulièrement compliquer les démarches des femmes pour trouver de l'aide et le soutien nécessaire. Les questions de violence en milieu rural sont particulièrement pertinentes à l'île du Prince-Édouard parce que 65% de la population vit en ruralité. Donc, c'est quand même, il faut s'y attacher. Les obstacles limitant l'accès au soutien en milieu rural comprennent l'isolement géographique, oui, les logements qui sont insuffisants, on manque de logements en ruralité, la politique communautaire, comme on en parlait plus tôt, le manque de confidentialité, ainsi que la violence intergénérationnelle, telle que Donna a mentionné que son mari venait de, la culture d'acceptation, et les pénuries de ressources économiques et d'occasions d'emploi. Ce sont toutes des raisons où est-ce que c'est très difficile en ruralité d'aller chercher de l'aide. Maintenant, ajoutons à ceci le manque de transport en commun, qui limite vraiment la victime. Il est ressorti clairement des études sur la violence conjugale dans les communautés rurales que l'impression de vivre seul et loin de l'aide policière contribuait aussi à ces sentiments. Exactement, je parlais avec un policier qui me dit qu'il préférait lorsque la femme appelait son oncle ou son père que de l'appeler car lui, ça lui prendrait très longtemps de se rendre vers chez elle. Donc, il faut vraiment y croire on n'est pas toujours en sécurité dans les ruralités. Les amis, les voisins pourraient leur offrir le soutien social dont ils ont besoin pour mettre fin à cette violence et retrouver sa sécurité.
Parlons des téléphones cellulaires. Vous savez, on est tous attachés à notre téléphone cellulaire et l'Internet, qui peuvent changer les expériences des violences conjugales de diverses façons. Mais pas tout le monde est capable d'utiliser leur téléphone cellulaire. Aussi, bien souvent, le téléphone est aussi pris, les chats, les textes, pour harceler. Les fournisseurs de services nous ont dit que les services de télécommunication fiables, c'est un problème. C'est un problème pour aller chercher de l'aide. Les communautés rurales aussi éloignées sont souvent les dernières à avoir accès au réseau de télécommunications et obtenir un service de réseau continu. Et ça aussi sur l'île du Prince-Édouard. Et puis, qu'arrive-t-il des femmes en situation d'handicap? On a parlé de femmes, mais si on parle de femmes en général, les femmes avec des handicaps, encore beaucoup plus difficile pour elles d'aller chercher de l'aide. La violence faite à l'égard des femmes en situation de handicap partage des caractéristiques communes avec les autres femmes, mais elles vivent des formes d'abus que les autres femmes ne vivent pas. Par exemple, les données nous disent que les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus susceptibles que les femmes qui n'ont pas d'handicap d'avoir été victimes de violences. Les femmes en situation de handicap étaient près de 2 fois plus susceptibles d'avoir été agressées sexuellement au cours des 12 dernières années. Donc, si on regarde ces statistiques, c'est vraiment décourageant. Les fournisseurs de services aussi qui travaillent dans les régions rurales nous disent que leurs expériences de travail en milieu rural sont influencées profondément par la coordination des ressources distribuées dans des vastes territoires et le fait de devoir composer avec des attitudes des communautés sur le sujet de la violence. Donc, dans l'ensemble, les taux de crimes violents déclarés par la police sont, même s'ils sont en urbain, sont plus encore élevés en région rurale. Par exemple, en regardant les données de Statistique Canada en 2018, 95 victimes de plus par année des années précédentes à l'île du Prince-Édouard. Merci. Justement, merci. À l'île du Prince-Édouard, Jane, en zone rurale, est-ce que les services pour les femmes victimes de violences sont assez développés ou est-ce que ça manque pour vous? Ici, à l'île du Prince-Édouard, il est très important d'avoir des services dans les régions rurales parce que les risques sont plus élevés pour les mauvais résultats, comme nous venons d'entendre. C'est difficile d'avoir un refuge des femmes à chaque village, à même chaque ville plus petite. Mais ici, on a ici à l'île du Prince-Édouard le Family Violence Prevention Services a des outreach workers à chaque région. Et nous sommes très chanceuses d'avoir outreach à chaque région parce que les femmes qui travaillent avec les services de prévention connaissent très bien leur communauté et comprennent la dynamique particulière des petits villages et des régions rurales. Et ça fait une différence pour des survivantes. Mais comme nous avons entendu, avant de laisser une relation qui n'est pas saine, c'est normal que des femmes cherchent de l'aide, soit au service, ou soit à la police, soit à l'hôpital, à plusieurs reprises avant de prendre une décision, avant de quitter. Et c'est tout à fait normal. Donc, chaque porte doit être chaque porte qu'une survivante ouvre doit être la bonne porte pour commencer à recevoir des aides. Et chaque personne qui ouvre une porte doit être la bonne personne qui peut commencer à aider. Et c'est une grande responsabilité dans nos communautés à nous assurer que les portes et les personnes sont les bonnes portes et les bonnes personnes qui commencent par avoir la formation pour être une bonne aidante. Ouais. Donc, frapper à la bonne porte et accéder à des services d'aide, mais aussi accéder à des services d'aide en français
C'est aussi tout un enjeu ici à Lille, parce qu'on sait à quel point c'est important de parler de ce genre de traumatisme dans sa langue maternelle pour exprimer ses émotions et ce qu'on a vécu. Justement, Jen, est-ce qu'il existe des services d'aide en français disponibles à Lille? Et est-ce que pour vous, est-ce que ça manque? Est-ce qu'il y en a assez? Je sais que c'est difficile à voir. Ça va être surprenant, je suis anglophone. Juste pour dire ça en premier. Mais je suis très conscient des besoins pour des services en français. Il est vraiment important de souligner, je crois, la valeur cruciale des services dans votre langue maternelle lorsque vous avez subi un traumatisme. Lorsque vous devez parler de vos relations les plus profondes et vos histoires les plus douloureuses, vous voulez parler votre propre langue et recevoir un soutien dans votre propre langue. Il est important que les services soient informés des traumatismes et centrés sur les victimes, mais aussi sensibles à la culture, y compris la culture linguistique. Donc, je ne veux pas commencer par critiquer les manquements des organismes anglophones, mais il leur faut un financement, je crois, adapté à l'ensemble des organismes de femmes pour répondre globalement aux besoins de toutes et être en meilleure capacité d'offrir des services adaptés pour des femmes francophones. Mais en plus d'un financement accru, cela pourrait, par exemple, prendre la forme d'une formation en service de soutien tenant compte des traumatismes pour les francophones ou bien d'une formation en français pour les organismes d'aide aux victimes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer les services. Donna, je pensais, est-ce que pour vous, les services d'aide, c'était en anglais ou en français? Et est-ce que vous auriez voulu que ce soit en français? Oui, j'aurais eu préféré que c'était en français. Puis quand je m'en ai venue par ici, ma famille était française. Puis dans quelque chose que je n'avais pas même pensé avant, quand je m'ai séparée de mon mari, moi, la première chose que j'ai fait, je voulais être capable de parler de ce qui se passait. Je ne voulais pas blesser mes enfants. Alors, je m'ai entourée avec des personnes en Colombie-Britannique qui parlaient français. Et avec eux, je pouvais dire n'importe quoi ce que je voulais. Je pensais que les enfants ne comprenaient pas. Ils comprenaient. Mais vraiment, quand on dit, c'était quelque chose de naturel pour moi, que je voulais me courir à du soutien en français. C'est vrai. Oui, donc on voit vraiment l'importance de s'exprimer, d'avoir des services dans sa langue maternelle. Et justement, Rina, est-ce que ça peut être une barrière supplémentaire pour les femmes francophones, les difficultés d'accéder à des services d'aide en français? Ça peut être encore plus difficile pour elles de s'en sortir quand elles n'ont pas accès à des services en français. Oui, parce que... Oups, excusez, je m'entends lorsque je laisse les écouteurs. Oui, c'est très difficile pour une francophone, mais c'est très difficile, comme ce l'est au Nouveau-Brunswick. Vous savez, on parle le français. Mais mon français, c'est pas le français de France. C'est le chiac. Hein? Donc, quand on parle le chiac, puis tu t'en vas parler à quelqu'un d'autre, plus souvent, ils vont nous dire, va parler anglais parce que je te comprends pas. Fait qu'on a cette honte-là de notre propre langue. Mais quand tu vis quelque chose, tu le vis dans le creux de ton cœur. Puis là, je suis maternelle, je suis francophone dans le creux de mon cœur. Comme je vous dirais, j'ai eu mon enfant, je l'ai eu en français. Mon docteur est anglophone, j'ai crié et j'ai juré contre lui, mais je l'ai fait en français. Parce qu'on vit nos crises dans notre langue maternelle. Lorsqu'on s'approche, c'est pas que les thérapeutes anglophones ne sont pas bons,
Donc, ils sont extrêmement bons. Mais comme une de mes clientes m'a dit, elle avait été abusée sexuellement par son père en grandissant et après ça, elle avait eu plusieurs relations qui avaient été très malsaines. Puis c'est un jour, elle s'est aperçue, elle avait besoin d'aide, elle a été voir un thérapeute, elle vivait à l'île du Prince-Édouard, elle a vu deux différents thérapeutes qui étaient anglophones et ils étaient très bons, mais elle n'arrivait pas parce que par le temps qu'elle ait pris qu'est-ce qu'elle avait vécu, elle l'avait traduit, elle était rendue dans sa tête, puis dans son cœur. C'est qu'elle avait fini, c'était une barrière. C'est que quand elle a réussi à parler à un thérapeute en français, elle s'est aperçue que ça, elle pouvait commencer à pleurer puis à vraiment vivre ce qu'elle avait vécu dans son cœur en parlant avec la personne. Donc, il y a juste des petites différences qu'on doit vraiment... Mais je vais vous dire, par exemple, que l'île du Prince-Édouard, il y a bien des années, là, mais avait eu un exemple superbe en demandant à des thérapeutes francophones qui travaillaient soit pour le gouvernement ou pour elles-mêmes, si elles voulaient donner au moins 1 heure de thérapie en français pour une femme qui avait vécu de la violence conjugale, pour au moins faire le pont, pour arriver à savoir exactement ce qu'elle voulait faire. Et c'était extraordinaire. Ça avait été un pilote extraordinaire. Ça a très bien marché. Merci. Donc, on voit que l'importance d'accéder à des services d'aide accéder à des services d'aide en français, c'est vraiment quelque chose de très important pour ces femmes qui vivent de la violence. Mais quand on entend les témoignages de Donna et de Bénédicte, on se demande ce que nous, en tant qu'individus, en tant que communauté, on peut faire pour les aider, justement. Est-ce que, Rina, vous avez des bonnes pratiques à partager, des choses qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Oh, certainement. Comme individu, premièrement, il faut que vous vous rappelez que, un instant, comme personne, comme voisin, comme citoyen, on doit apprendre à s'informer. Pourquoi? Parce que les recherches nous disent que la famille savent ce qui se passe dans 75% des cas. Les amis, dans 53% des cas. Même si les personnes n'ont jamais parlé, là. Les polices, dans 41% des cas. Les services de santé, dans 28%. Et vous voyez que la famille et les amis sont quand même ceux et celles qui savent, qui ont une impression que quelque chose qui ne va pas dans cette famille. S'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est victime de violence de la part d'un partenaire intime, votre soutien est très important. Écoutez, sans juger. Et soyez conscient qu'il faut beaucoup de courage pour cette personne peut parler, tel que Jane nous l'a dit. Vous savez, les victimes, autant que comme Donna puis comme Bénédicte, ils ressentent des sentiments de honte qui les empêchent peut-être de parler. Ils sont humiliés, puis ils ont peur de sortir. Les femmes restent pas parce qu'elles veulent être abusées, elles restent parce qu'elles tentent, quand elles tentent de quitter la relation, c'est là que le harcèlement criminel, la violence, s'intensifie. La majorité des homicides conjugaux surviennent lorsque la femme a laissé sa relation. Les blessures les plus graves sont infligées aux femmes qui ont quitté le conjoint. Beaucoup ont des préoccupations parce que beaucoup se disent, ça me regarde pas, je sais pas quoi dire, je pourrais empirer les choses, ce n'est pas assez grave pour impliquer la police. On a beaucoup de raisons qu'on se dit pour être impliqué. Mais un ami, une voisine peut être une championne, un champion. Validez l'expérience, soyez solidaires, restez silencieux et écoutez. Ne vous attendez pas qu'elle s'en sorte rapidement. Aidez à trouver d'autres personnes qui peuvent aider. Vous pouvez dire des choses que je tiens à toi, tu es importante, je te crois, c'est pas de ta faute. Je suis contente que tu me l'aies dit. Je te crois, je suis là et quand tu as besoin de moi, j'appuierai tes décisions. Une des premières choses à faire, c'est renseignez-vous. Chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer. Sachez où les soutiens sont. Appelez, demandez-leur. Bon, si j'ai une amie qui vit de la violence conjugale, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire?
Fournissez le numéro de téléphone à votre ami si vous pouvez. Savez-vous que vous pouvez apprendre à faire un plan sécuritaire? Comme ça, vous pourrez l'aider à refaire le sien si elle en a besoin. Ne vous découragez pas. Si après avoir quitté son agresseur, elle retourne vivre avec lui. Peu importe ce qu'elle décide de faire et de ne pas faire concernant la violence, il est important de continuer à la supporter. Si la question de violence conjugale vous rend mal à l'aise, considérez pourquoi. Peut-être que vous avez besoin d'un soutien pour vos propres expériences relativement à la violence ou aux abus. Mais il faut toujours assurer votre sécurité. N'oubliez jamais que n'intervenez pas physiquement dans une situation de violence. Appelez la police en cas d'urgence. En tant que communauté, vous pouvez faire bien d'autres choses. Mais je vais laisser ça plus tard parce que tous les professionnels ont un rôle très important à jouer. Merci. Donc on voit qu'on peut tous être à notre échelle, à notre niveau, des champions et des championnes pour aider ces femmes. Mais au niveau personnel, Donna, 24 ans après votre divorce, comment vous vous êtes reconstruite? Vous m'aviez dit que vous étiez ouverte à votre fille aînée il y a quelque temps, mais vous, après 24 ans, oui, comment vous vous êtes reconstruite? Votre processus de guérison, comment ça s'est passé? C'est pas un processus vite. 24 ans plus tard, j'ai encore des jours qui sont horribles. J'avais bien parlé avec ma fille, j'ai 3 filles. J'avais parlé avec la plus Annie, puis elle avait compris qu'est-ce qui se passait. Puis elle avait pleuré, elle avait dit, « Maman, j'avais aucune idée que c'était ça qui arrivait. » Puis on s'avait bien connecté. Puis les 2 autres, j'ai jamais eu la chance de faire ça. Parce que quand j'essayais de les parler, elles disaient que n'étaient pas intéressées, il y a 2 côtés de l'histoire, puis on ne veut pas vraiment l'entendre la tienne, quoi que ce soit. Puis, oui, je me sens guérie pour la plupart. Mais je pense que je ne serai jamais vraiment guérie avant que la relation avec mes filles est complètement guérie. Parce que c'est quelque chose qui m'a laissé une blessure qui est comme une cicatrice qui est très visible. Et j'ai vraiment le cœur pour voir, pas juste mes filles, mais n'importe quelle personne qui a vécu ça. Je garde mon ex-mari, puis c'est lui, il est pris dans le même... Piège. Il est pris dans le même piège que ses parents puis sa famille, puis que moi j'étais le seul qui était capable de me sortir. Mais mes sympathies sont pour eux, parce que pour la vie qui a été perdue, qui a été gaspillée, en servir ça. Alors pour moi, pour me reconstruire, c'était ma foi. C'est ça qui m'a aidé à sortir, c'est ça qui m'a aidé à continuer. J'ai retourné à l'école après une couple d'années. J'ai étudié dans les services sociaux. Et psychologie, puis ça. Mais je n'ai pas pu finir mon degré à cause des changements avec où mes enfants veulent habiter. Alors, moi, je pense que pour se reconstruire, une des affaires qui est la plus importante, c'est trouver quelque chose qui vous donne la joie. Si c'est la musique, des arts, jardinier, cuisinier, trouve quelque chose qui vous donne la joie, quelque chose que autre personne peut dire, « Oh, ben tu fais donc ça bien. » Puis là, ça te donne plus d'estime, puis tu penses que c'est quelque chose que je peux bien faire. J'ai amené une tête propre. Moi, je tricote. C'est ça mon amour. Puis j'ai fait des mitaines. J'en fais beaucoup, beaucoup plus que des mitaines.
Mais ça, c'est des mitaines pour ma plus vieille, Danielle. Puis, chaque chose que je fais, je l'ai fait avec l'amour. Je mets mon cœur dans des mitaines, dans des bas, dans des couvertes. Je m'excuse pour les termes acadiens. Je mets mon cœur dans ça. Je mets même tricoter une robe de noces. Vous me l'aviez montré en photo. Donc oui, ça fait vraiment partie du processus de guérison, de faire des choses qui font du bien, de la musique, des arts. Et partagez votre histoire. Laissez-les pas que c'est... on a eu honte longtemps assez. C'est temps de dire notre vérité. Merci. Et Bénédicte, pour vous, quelques mois après la rupture, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez commencé à vous reconstruire, à vivre pour vous? Oui, j'ai commencé à vivre pour moi, mais c'est comme c'est double choc pour moi. Parce que je me suis mariée à l'âge de 14 ans. Premier, mon mari, il est mort. Laissez-moi avec 2 enfants. Que maintenant, l'autre, elle a 21 ans et l'autre a 18 ans. Et là, dans toutes les années, après 15 ans, et je veux me remarier et je tombe sur le chemin comme ça. Quand mes enfants sont à la maison et l'homme rentre, il fait des bêtises à moi et mes enfants écoutent, on me gifle, les enfants regardent et c'est des filles, il va se marier demain. Or, chaque matin, quand je vois mes filles, je me demande est-ce qu'il va oublier ou ils sont en train d'accumuler, ils sont en train de garder. Est-ce qu'il va oublier? Est-ce qu'il va oublier? Or, là, c'est mes filles que je regarde. Qu'est-ce que ça va passer dans leur foyer demain? S'ils sont mariés, est-ce qu'il va voir que, oh oui, il y a un homme qui tapait ma mère, qui insultait ma mère? C'est choc pour moi. Et comme elle vient de dire, je pense que je suis presque devenue sourde parce que c'est la musique. Je joue la musique et haut, volume haut. Comme ça rentre dans ma tête. Même quand je conduis, je suis prudente que je garde la loi, mais ma musique, même la police passe ici, je passe ici, je joue ma musique. Et haut. Et c'est tout ça qui m'aide. Au travail, je mets le téléphone dans ma poche et il y a musique. Oh, ça joue, je travaille. Si la musique s'est arrêtée, ma force est arrêtée et je deviens nerveuse. Je commence à être comme... Mais s'il y a musique, ça oui. Vous fait du bien. Oh, c'est la musique. Là, c'est mon ami. Musique, c'est mon ami et c'est pas... Tout le musique, c'est musique de Dieu, c'est la parole. C'est des bonnes paroles que j'écoute. Ça me fait consoler et je prie en même temps. Quand j'écoute, des fois, ça me fait couler mon âme. Je pleure, je prie et je dis, ok, ça va aller et je continue. Mais pas encore, c'est pas encore commencé de finir. Ouais. Et donc, oui, ça prend du temps. Le processus de guérison prend du temps, mais c'est un message d'espoir aussi parce que vous avez envie de vivre à nouveau pour vous et d'avancer. Donc, c'est aussi, il faut garder de l'espoir dans tout ça. Et justement, Bénédicte, Donna, quel message vous voulez aujourd'hui passer aux femmes qui vivent aujourd'hui de la violence conjugale? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Bénédicte, c'est vous. Moi, personnel, bon, une femme que tu es conscient de toi, que la violence que tu es en train de vivre, la cause, ce n'est pas à toi, il faut parler. Et ce n'est pas un péché. Celui qui va t'écouter, qui va dire que
et elle parle de sa maison, elle parle de son mari, laisse-le parler. Toi, il faut te délivrer. Il faut parler parce que moi, j'avais honte à cause de l'église. Parce que je suis rentrée dans la relation, je n'ai pas signalé à mon pasteur. Parce que je n'ai pas de papa ici, je n'ai pas de maman ici, je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de famille ici. Mes familles ici, c'est église. Et comme je suis rentrée dans la relation et je n'ai pas annoncé à pasteur, j'ai honte jusqu'à là pour me parler avec lui comme ça, il va rentrer dans une situation où j'ai honte. Là, je découvris que non. Oui, j'ai fait erreur de ne pas dire à pasteur, mais je ne peux pas faire comme ça pour mourir dans la violence. Je parle aux femmes qui sont dehors là-bas. Laisse les gens parler, mais laisse tomber et sauve-toi. Avant que tu vas mourir, sauve-toi. Merci beaucoup. Donna, quel message vous voulez passer? N'oublie jamais que tu es une personne, que tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. C'est pas... c'est vraiment difficile à dire. Quand je trouve des personnes qui vivent la même chose, ça me casse le cœur. Puis ça me casse le cœur quand je regarde à mes filles, j'en ai une qui a vraiment des problèmes dans ce cas-là. Elle a un mauvais choix des hommes. Puis c'est vraiment difficile de mon côté de ne pas dire « fais ci, fais ça ». Mais moi, ce que j'avais besoin, puis que j'ai eu de plusieurs personnes, c'est que tu es assez. Tu n'as pas besoin de faire ci, faire ça, aller ici, aller là. Tu es assez, juste toi. On t'aime comme toi, mes parents. Je ne sais pas combien de fois ils m'ont dit ça. On t'aime comme toi. Puis ce n'est pas nécessaire que vous avez besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais en même temps, sauvez-vous. Si c'est une situation où vous êtes vraiment prise dans quelque chose, que c'est mort, que c'est du poison, sortez. Mais ça doit venir de la personne soi-même. Ça peut pas être quelqu'un de dehors qui dit « laisse-les ». Vraiment, ça doit être que moi j'ai décidé que je vais le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre. C'était très intéressant. Et maintenant, on est ouvert à des questions du public, si vous avez des questions pour nos quatre intervenantes. N'ayez pas peur. Ok. On parlait tout à l'heure de ce qu'on pouvait faire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme action. Je vois ici, il y a des gens qui sont là, c'est super. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour plus mobiliser de personnes? Voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour qu'il y ait plus de monde ici, pour plus mobiliser la communauté? Qui veut répondre? Rina ou Jane? Oui, Jane? Oui, oui je peux commencer. Je vais lui dire en premier que même si l'on met l'enjeu de la violence conjugale dans le cadre d'enjeux féminins, que la première chose, c'est la responsabilité des hommes qui utilisent la violence à arrêter de faire ça. Oui, il faut avoir un sens de responsabilisation. Mais je crois que ça fait beaucoup de différence quand nous commençons par écouter les femmes survivantes, de tirer des enseignements de leurs histoires pour éviter que d'autres aient à revivre leurs expériences. Et nous commençons par reconnaître que la violence conjugale et toute forme de violence à l'égard des femmes sont ancrées dans l'inégalité et il faut s'adresser et travailler pour l'égalité des sexes. Donc, par exemple, le Conseil consultatif sur la situation de la femme où je travaille, nous organisons à chaque année une campagne de sensibilisation à la prévention de la violence.
quelques-uns aujourd'hui portent les badges avec un ruban violet. Et la campagne de ruban violet prend place à travers le Prince-Édouard et nous utilisons le ruban comme un symbole que nous pouvons porter sur les vêtements pour montrer que nous prenons position contre la violence. C'est juste une première étape, une première action à faire, mais se montrer solidaire, ça fait une différence. Après avoir écouté, de dire ça me touche, ça touche à toute notre communauté. Et après ça, nous pouvons, après la sensibilisation, il y a beaucoup à faire pour conseiller le gouvernement, par exemple, sur les politiques, les protocoles, les lois, les services, les programmes qui sont nécessaires pour prévenir la violence et aussi pour aider les victimes et les survivantes qui ont besoin d'aide si la prévention échoue. Irina, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jane. Je crois que c'est important qu'on sache que la violence conjugale, c'est pas une problématique féminine, c'est pas une problématique des femmes. Nous avons aussi besoin des hommes aux côtés de nous, qui marchent avec nous. Il faut qu'ils s'immobilisent, puis il faut qu'ils prennent le courage d'aborder le sujet haut et fort. On a besoin des papas qui apprennent à leurs fils c'est quoi une relation saine. Nous avons besoin de nos écoles qui parlent de c'est quoi la relation saine. J'ai parlé à plein d'adolescents et d'adolescentes. Ils ne veulent pas parler de relations violentes. Ils veulent parler de relations saines. Ils ont besoin de savoir c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange? Ils ont besoin de savoir ça. On a besoin aussi de beaucoup que tout le monde se responsabilise. Vous savez, on a tous un rôle à jouer. Tous. Pas seulement les travailleurs sociaux ou les policiers. Tout le monde a un rôle à jouer. Il faut connaître ses préjugés. Il faut connaître si on a des stéréotypes. Il faut connaître qu'on a des biais. Puis il faut commencer à les regarder. Puis il faut aussi, je crois, être des alliés. Vous savez, on ne peut pas, j'écoute Donna puis Bénédicte, je peux être leur allié, mais je peux juste être leur allié si je marche à côté d'elles. Pas si je deviens leur tuteur que je leur dis quoi faire, quoi dire. Elles l'ont dit très bien. Ils leur dit, ils ont eu le plus mal, c'est leurs enfants. Ils ont tellement besoin que leurs enfants aient une vie autre que la leur. Mais il faut commencer dans la prévention. Commencer très jeune, dans les maternelles et même à l'école, à parler de comment on peut être en relation avec les autres. Je crois que il y a beaucoup d'autres choses à faire, là, mais au début, là, c'est quand même, vous avez fait un très bon pas. Maintenant, il y a plein d'autres. Puis, il y a plein de personnes qui ne veulent pas écouter, hein. C'est pas tout le monde qui veut entendre parler de la violence conjugale, de la violence familiale. Mais je crois de plus en plus de personnes qui s'assoient et écoutent. De plus que demain, ils vont être capables d'écouter les autres. Quand j'ai commencé à parler de violence conjugale il y a 40 ans, il n'y a pas grand monde qui voulait m'écouter. Je parlais dans les soubassements des églises, parce qu'on ne voulait pas me voir, hein, au premier étage. Mais aujourd'hui, regardez, on en parle beaucoup plus ouvertement. Ça a pris 40 ans, oui, mais quand même, parce que la violence, elle existe depuis que le monde existe. Fait que vraiment, c'est de travailler ensemble. Merci. Merci. Bonjour. Moi, c'est Norma Galland. Je travaille en prévention de la criminalité. En français surtout, mais aussi en anglais parce que je couvre toute l'île du Prince-Édouard. J'ai pas une question, mais j'ai un commentaire. Aujourd'hui, on a parlé de relations conjugales et des problèmes hommes-femmes, mais je voudrais vous faire penser qu'aujourd'hui, on est en 2021 et dans mon travail depuis 1999, de plus en plus, je rencontre des problèmes conjugaux dans des couples hommes-hommes
et femmes-femmes. Ça fait... faudrait pas les oublier, ceux-là non plus. Ils vont vivre les mêmes problèmes. Puis j'en ai vécu une couple là, en Nouvelle-Écosse, parce que des fois, on se fait amener dans une autre province dans ce travail ici. C'est juste pour vous faire penser. Ça fait ouvrez vos yeux, puis écoutez, parce qu'on a toute cette autre, comment on dit, là, cette autre sorte de monde, là, qu'on n'est pas accoutumé avec. Puis bonne chance, puis merci beaucoup au panel. Hein. Super. Bonne chance. Merci à tout le monde. Une autre question, un commentaire? Ah, Marine. Oui, alors moi j'ai une question du chat. Et du coup, la question, c'est un petit peu été répondu par Rina tout à l'heure, mais c'est un peu comment faire quand on est témoin d'une scène, qu'on suspecte des violences et que, voilà, on sait qu'il y a des violents. Comment on peut intervenir, mais en respectant le consentement de la personne, si la personne ne veut pas forcément être aidée ou ne veut pas forcément sortir de cette situation. Voilà, comment faire pour l'aider sans non plus la forcer ou, voilà, ou la mettre face à ça. Qui veut prendre la parole? Oui, Donna? Moi, je pense que c'est vraiment important de jamais forcer quelqu'un de laisser. Parce que si vous les forcez, ça ne vient pas d'eux. Puis quand le chemin vient rough, ils ne peuvent pas le voyager. Parce que ça ne vient pas d'un temps. Alors, le forcer, ça ne marche jamais. Les aider, oui, absolument. Les écouter, oui, absolument. Si c'est quelqu'un que toi, tu as une relation avec, que toi aussi, que tu peux dire moi ou ma soeur ou mon frère ou ma mère ont vécu ça. Et puis c'est ça qu'eux ont fait. Puis donner comme un encouragement, mais jamais, jamais forcer. Quelqu'un d'autre? Bénédicte, tu veux? Pas vraiment, pas beaucoup. Elle a tout dit. Okay. On ne peut pas forcer parce que c'est comme les souliers, le talon que j'ai porté. Si ça me fait mal, c'est moi qui sais où ça me fait mal. Celui qui ne porte pas les talons ne peut pas savoir que est-ce que je marche bien ou je ne marche pas bien. Or, c'est toi qui es dedans, c'est toi qui connais qu'est-ce que ça arrive. Tu ne dois pas mentir, ça doit être vérité. Tu dois expliquer exactement qu'est-ce que ça se passe. Et ce n'est pas pour forcer quelqu'un. Ça vient de toi. Comme moi, le jour que j'ai retourné bac d'alliance, ce n'est pas quelqu'un qui a dit que rembourse bac d'alliance. J'ai pris bac d'alliance, j'ai remercié à lui. Je dis merci d'avoir me donné bac d'alliance avant, mais maintenant mes doigts c'est trop petit que je ne peux pas porter. Tu prends ton bac d'alliance, va donner à quelqu'un. Je ne veux plus. C'est parce que je ne veux plus, je n'ai plus de doigts pour mettre dedans. Oh, c'est la personne qui va. Ça peut être un homme aussi. Les hommes aussi, on leur frappe dans la maison aussi. Des fois, il y a des hommes qui sont avec les mâchoires. Comme ça, il y a des femmes qui sont forts à la maison, qui frappent leur mari. Oh, si c'est un homme, tu parles pour toi. Si c'est une femme, tu parles pour toi. Mais on ne peut pas forcer. Merci. Elles ont dit tout, mais écoutez, croyez, partagez le message. Je suis ici pour toi. Je reste ici pour toi. Et c'est difficile d'être patient quand c'est évident quelqu'un souffre, un de nos proches souffre, mais il faut continuer d'essayer d'offrir des soutiens. Il faut se souvenir des effets d'isolement.
Nous avons commencé par parler de l'isolement comme un facteur dans la violence conjugale. Donc, il y a des barrières pour une victime, même si elle veut parler, même si elle veut peut-être se sortir de la situation, il y a des barrières. Ces barrières sont réelles. Et être présent, et c'est toujours important de dire, je peux voir que tu souffres et je veux aider, je suis ici à n'importe quelle heure, je suis ici n'importe quand. Merci. Ah, une question. Moi, je m'appelle Yvonne Pitt, je suis la mère de Donna. J'avais pensé que je n'allais rien dire, mais je veux dire quelque chose pareil. J'étais coordinatrice d'un hébergement de violence familiale, conjugale, dans le même temps que Donna passait à travers son travail. Et puis, moi, je voyais ce qui se passait là. Puis vraiment, j'essayais d'en parler, puis elle ne pouvait pas en parler. Toujours, si je disais quelque chose, elle disait « Oh non, 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 c'est OK, c'est OK, c'est OK. » Puis, une fois qu'elle a déporté, c'était un mois qu'elle était partie de la maison avant qu'elle me le dise qu'elle était partie. Puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'elle était partie là? J'ai dit « C'est comme si j'avais un fardeau de 40 livres d'enlever dessus mes épaules. » Parce que je savais pas tous les détails parce qu'elle n'en parlait pas. Puis, j'étais une des personnes, moi, qui a toujours dit un homme me frapperait juste une fois. Puis une fois que j'ai commencé à étudier la dynamique des violences conjugales, j'ai vu que c'était pas comme ça que ça marche. J'ai vu que c'est pas la première journée que tout d'un coup il va la frapper, ou tout d'un coup il va chose. Ça vient graduellement. Il prend le contrôle, il prend la personne perd confiance en elle-même, puis ça vient pire en pire en pire. Et puis, c'est comme Donna a dit, il faut que ça vienne de soi-même. Elle était prête de partir, puis moi, j'étais contente. Oui, c'est ça, les violences s'installent graduellement, petit à petit, ça ne vient pas d'un coup. Je pense qu'on va avoir le temps pour une dernière question. S'il y en a une. Ouais, je pense qu'on a une dans le public ou ouais. Oui, on a une dernière question dans le Zoom. Alors, je lis la question. Bonjour. Quels sont les liens sur l'île entre la violence conjugale et la protection de l'enfance? Les enfants peuvent devenir les auteurs de violences de demain, donc que faire pour éviter cela? Comment éviter la reproduction de la violence sur plusieurs générations? Qui veut prendre la parole? Oui. Ça, c'est un sujet qui est vraiment proche pour moi parce que, à cause de mes trois filles, comme petite fille, elle avait 7, 8,5 et 10 quand j'ai parti. Moi, j'étais certaine que c'était moi qui étais le problème. Comme ça, une fois que moi j'étais sortie, eux n'auraient pas besoin d'être sujets de la violence parce que moi, je n'étais plus là. C'était ma faute. Puis comme ça, c'était tout correct pour eux parce que moi, je n'étais plus dans la famille. Puis c'est pas vrai. C'était pas vrai à l'époque. C'est pas vrai à cette heure. Mais pour arrêter mais c'est pas même juste pour les filles. Disons que j'ai un garçon. Je veux mon garçon de s'agrandir puis savoir comment traiter les femmes, comment traiter son épouse, son conjoint, femme ou homme, quoi que ce soit. Je veux vraiment qu'il sache que c'est pas juste à cause que c'était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils ont tout fait comme ça, ça peut arrêter chez moi. Puis c'est ça que j'essaie de montrer à mes filles tout de suite. Puis
Puis à mes autres, j'ai un ami qui va en travers la même chose. Puis moi, je parle avec ses enfants, puis elle parle avec les miennes, parce que c'est moins dans la face quand ça vient de quelqu'un d'autre, des fois. Jen, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, aider les enfants à comprendre que la violence c'est pas la bonne réponse. Je crois que ça c'est où la responsabilité des collectivités, la communauté est très très importante. Partager les valeurs de dignité, d'amour, d'inclusion, les valeurs et les attitudes, que l'égalité est importante, que chaque sexe et genre est valable. Et comme Rina vient de dire, s'éduquer et éduquer les enfants à propos des caractéristiques des relations saines. Et pourquoi c'est important d'avoir et de reconnaître les relations saines. Je crois que ces choses sont très, très importantes, mais c'est probablement la responsabilité de nous autres à montrer une modèle pour des enfants qui sont témoins à la violence chez eux. Donc, il faut les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et pour les enfants qui sont dans des familles qui vivent des violences, il faut qu'ils soient pris en charge, accompagnés quand ils sont enfants et pas quand ils sont adultes. Il faut le faire dès le plus jeune âge. C'est pas automatique qu'un enfant qui a subi des traumatismes comme enfant va être violent. C'est bien évident. Il y a beaucoup de monde ici, partout, qui a vu la violence en enfance. Beaucoup de gens se grandissent, disent ça c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de monde qui a vécu des violences comme enfant, qui maintenant travaille fort pour éliminer la violence dans les communautés. Beaucoup de nos leaders sont des survivantes. Donc, comment donner le soutien aux enfants et aux ados pour grandir et aider des autres, il faut essayer de donner les conseils, d'avoir des services pour eux, d'avoir une sensibilité aux besoins des enfants. Et une chose qui nous aide beaucoup, je crois, c'est de... Je vais le dire en anglais parce que je ne traduis pas bien, mais just don't assume anyone assume anyone could be a survivor. Commencez par just start by believing that anyone could be a survivor. It could be me, it could be anyone, it could be the person behind the camera. Et en commençant avec une attitude comme ça, on peut avoir plus de sympathie et donner une meilleure attitude. Merci. Rina, vous voulez ajouter quelque chose ou c'est bon? Mais je crois que Jane, puis Donna, puis Bénédicte ont dit très bien. Les enfants ont besoin d'être entourés. Je crois que c'est ici que je recommence avec la prévention, en parler plus souvent. Vous savez, les gens comme les coachs ont un gros pas où ils pourraient vraiment être des champions. Parce que les coachs ont quand même, au coach au hockey, au coach au baseball, ont quand même beaucoup à dire sur nos jeunes. On peut certainement travailler à l'école, mais si on parlait aussi, j'écoutais Diana et Bénédicte qui parlaient de religion, ce serait important que nos leaders religieux peuvent en parler à l'Église.
peuvent parler de l'importance des relations saines, de parler de l'importance que la violence ne fait pas partie d'une relation. Ça pourra aller loin. Donc, vraiment, c'est que tout le monde peut en parler, où qu'il soit. Merci. Merci beaucoup. Donc je pense que c'est terminé. Merci beaucoup Bénédicte, Donat, Jane et Rina. C'était très intéressant. Merci pour votre participation. Merci. Merci beaucoup à tous, à toutes. Merci beaucoup encore à Donna et Bénédicte pour votre confiance et votre courage, surtout d'avoir parlé publiquement de tout ça. Merci aussi à nos deux experts, Jane et Rina, malgré les difficultés techniques. Merci Rina pour ta patience. Puis encore merci Marine pour l'animation. Puis surtout, merci à vous toutes d'être venues, tous et toutes d'être venus aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir repartir avec quand même quelques idées, quelques ressources pour voir comment agir. Si jamais, après avoir entendu les discussions aujourd'hui, vous sentez que vous avez besoin d'aide, on peut offrir des séances de counseling gratuites. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur les petits papiers sur les tables ou dans la salle de bain. Pour les personnes sur Zoom, c'est dans le chat normalement. Et pour les autres personnes, il y a aussi toutes les ressources disponibles sur notre site internet si jamais vous cherchez des services d'aide. Et enfin, je voudrais aussi vous rappeler que si vous voulez vous investir ou agir dans cette cause, vous pouvez faire des dons aux associations qui viennent en aide aux victimes, comme par exemple on a parlé du PEI Family Violence Prevention Services qui gère le refuge Anderson à Charlottetown. Il y a aussi le refuge à Lenox Island. On a aussi le Pierre-Sac qui est le service d'aide pour les violences sexuelles. Donc tous ces organismes sont sur notre site web et vous pouvez faire des donations sur leur site à chacun de ces organismes. Voilà. Merci beaucoup d'être venus.